Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Je profite parce que j'avais la question un petit peu en tête et c'est justement un peu sur ce dernier point que vous parlez. Et c'est toujours oui, sur cette question de l'égalité de l'intelligence et des intelligences que j'ai toujours eu la question justement dans cette histoire de la méthode Jacotot, etc. De comment ne pas la convertir, disons, comment ne pas convertir ce principe dans une sorte de nature humaine abstraite et qui du coup égaliserait, comment, pour le dire autrement, comment rendre ce principe effectif, disons, ou opérant, aussi en tenant compte justement de l'hétérogénéité ou de la singularité des êtres, non ou qu'on peut la poser aussi avec l'histoire de la rationalité, j'imagine, non? Et bon, je ne sais pas si c'est un peu clair la question. D'accord. Bon, encore une fois, disons, j'ai jamais pris, si vous voulez, Jacotot comme une méthode, c'est-à-dire à savoir un principe qui fournirait en quelque sorte les manières de faire, des manières en quelque sorte, bon, comment faire court, comment organiser une école, et bon, et ainsi de suite. Donc, pour moi, c'est d'abord quelque chose comme une espèce de position, de principe, à savoir, disons, je m'adresse à des égaux. Alors s'adresser à des égaux, ça veut dire, justement, c'est pas une exigence par rapport à un public, par rapport à un public supposé, voilà, avec des gradations, ils savent ou ils ne savent pas. Voilà, d'une certaine façon, je me prends aussi moi-même, en tant que j'écris, en tant que je travaille, éventuellement j'enseigne, comme en quelque sorte le premier représentant, je dirais, c'est-à-dire que je suis le premier représentant finalement de de cet être qui détient une capacité qui est celle de n'importe qui. Ça veut dire que, voilà, ça veut dire que pas à pas, si vous voulez, quand j'écris un livre, bon, je ne suis pas là pour faire ma publicité, c'est pas le problème, mais simplement pour essayer d'expliquer ce que ça veut dire. Bon, quand j'écris un livre, je m'arrête presque un petit peu après chaque phrase, c'est-à-dire pour me dire, bon, qu'est-ce que ça veut dire, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est véritablement une pensée qui est explicite et qui par conséquent, je dirais, peut être entendue effectivement par celui qui mettrait en jeu cette fameuse capacité de n'importe qui. Donc je veux dire, voilà, encore une fois, l'égalité de l'intelligence, ce n'est pas du tout une affirmation. C'est d'abord une maxime, c'est un peu comme les maximes kantiennes, c'est-à-dire agir sur cette présupposition qu'à savoir qu'il y a une capacité égale qui appartient en principe à n'importe qui. Et du même coup, effectivement, disons, conforme un petit peu de ton action, conforme ce que tu fais, l'exercice que tu fais en ce moment, bon, disons, à ce principe, c'est-à-dire, bon, écrit, c'est-à-dire effectivement parle, écrit, enseigne disons à quelqu'un qui doit être représentant de cette capacité de tous. Alors encore une fois, il faut bien voir aussi que il y a un travail, je dirais, il y a un travail un petit peu des deux côtés, quoi. Il y a un travail du côté en quelque sorte de ce qu'on offre par sa parole, et puis bon, il y a aussi un travail de l'autre côté, quoi. C'est-à-dire qu'on sait très bien que, disons, le dysfonctionnement de l'enseignement, c'est pas simplement le prof qui est trop compliqué, c'est l'élève qui dit c'est trop compliqué. Trop compliqué, ça veut dire que j'ai pas envie de me fatiguer. Et bon, on a ce jeu classique, en quelque sorte, de l'enseignement, de l'enseignement et du déficit, en quelque sorte, de l'enseignement, où il y a en quelque sorte une espèce de paresse des deux côtés, quoi. C'est-à-dire, il y en a un qui tient le discours du savoir, qu'il a appris lui-même, et puis il y en a un qui dit effectivement, bon, c'est pas pour moi. Mais je dirais, rien n'est pour moi, rien n'est pour vous, disons comme ça, par droit d'aînesse. Disons que c'est ça un petit peu la leçon d'émancipation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se rendent capables de choses dont ils n'étaient pas censés être capables. Et donc voilà, on essaye de faire en sorte de contribuer à cette capacité. Et pour ça, il n'y a pas de recette magique. Ça peut passer par toutes sortes d'exercices, sont des exercices très différents.
Bonsoir. Oui, alors tout d'abord, je voulais vous remercier, M. Rancière, de nous honorer de votre présence. Je tenais aussi à remercier chaleureusement les étudiants et les associations qui ont permis quand même cette rencontre. Ça fait vraiment plaisir d'être là ce soir. Alors, moi je voulais revenir un petit peu au début, quand vous avez, je dirais, isolé 3 temps de l'émancipation. Je voulais m'attarder sur ce 3e temps. Alors si j'ai bien compris, où vous dites que c'est le moment où finalement les sciences sociales deviennent matière d'enseignement. Et finalement, il y a un petit peu ce dilemme de la domination qui reste dans cet enseignement. Bon, je ne sais pas si je suis claire, mais en tout cas, voilà, c'est le 3e temps, l'émancipation, les sciences sociales qui deviennent matière d'enseignement, qui m'ont fait penser à une question que Jacques Lacan, en 1978, écrit dans une lettre qu'il adresse à Edgar Faure. C'est une lettre qui est écrite pour essayer de protéger le département de psychanalyse de Vincennes. Enfin, bon, dans cette lettre, il y a une question qui pose à Edgar Faure et il dit comment faire pour enseigner ce qui ne s'enseigne pas. Évidemment, il parle de l'enseignement de la psychanalyse, mais moi, j'y vois un lien un petit peu avec l'émancipation et puis surtout cette question qui est posée, qui est à l'ordre du jour, penser l'émancipation. Donc, j'ai 3 petites questions. Finalement, donc avec cette question-là, comment faire pour enseigner ce qui ne s'enseigne pas? Moi, je me demande, y a-t-il un savoir de l'émancipation? En d'autres termes, l'émancipation est-elle une transmission de savoir? Deuxième question, l'université est-elle un modèle d'émancipation? Si oui, lequel? Et enfin, dernière question, mais la plus importante pour moi, faut-il être 2 pour s'émanciper? Et en fait, tout ça, ça me pose la question de savoir, moi je parlais des sciences sociales et de l'université, mais c'est de savoir si cette émancipation, est-ce qu'elle est individuelle, est-ce que c'est une auto-émancipation, ou est-ce que c'est une émancipation de masse, où l'université finalement proposerait un modèle, mais est-ce que du coup finalement, ça n'écorche pas un petit peu cette notion? Bon, merci. D'accord. Bon, je dois d'abord, disons, présenter un peu mes excuses, en quelque sorte, à ceux qui sont à côté de moi et à la salle. Ils avaient prévu plein de questions, si vous voulez, dont effectivement c'est celle-ci, quoi. Mais malheureusement, comme j'ai trop parlé, bon, ils ont dû réduire leurs questions. Donc d'abord, je m'en excuse auprès d'eux, quoi. Ça veut dire effectivement qu'il y a des choses qu'on aurait dû parler, mais bon, effectivement, j'aurais dû préparer 4 heures, mais je pense qu'on n'a pas tenu 4 heures non plus. C'est un peu compliqué. Donc je préférais peut-être essayer de développer un petit peu 4 ou 5 points plutôt que de faire une réponse cursive sur le. Voilà, surtout. Bon, alors, bien sûr, enseigner ce qui ne nous enseigne pas, je dirais que oui, c'est le principe même de l'émancipation. C'est-à-dire que, bon, le principe de l'émancipation, bon, le point de départ de Jacques Cotto se trouve à avoir appris à des gens auxquels il n'a rien transmis, auxquels il n'a rien enseigné. Bon, il y a des gens qui veulent apprendre le français, ils ne savent pas le français, ils ne savent pas le néerlandais, donc ils trouvent une ruse en quelque sorte, ils créent une espèce d'exercice qui veut leur permettre de s'apprendre à eux-mêmes ce qui ne peut pas leur apprendre, ce qui n'est pas une lien de communication. Quoi. Bon, alors effectivement, je dirais que ça, le principe même de l'émancipation, c'est que précisément, il y a une séparation, c'est-à-dire qu'on ne transmet pas. Il n'y a pas le savoir d'un côté, dans la tête du maître, et puis il y a le savoir qui arrive dans la tête de l'élève. Bon, ça, c'est effectivement le modèle en quelque sorte qui est consacré. Non, l'émancipation suppose qu'il y a une coupure. Ça veut dire en gros qu'on ne sait pas au juste, ce qu'on enseigne. C'est-à-dire qu'on ne sait pas au juste ce que celui ou celle qui est en face de vous va en quelque sorte apprendre de ce qu'on est en train de lui dire ou de lui montrer. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Bon, ça c'est le premier point, c'est-à-dire qu'il n'y a pas proprement, le concept même de transmission est un concept qui est trompeur. Il n'y a pas quelque chose qui passe d'une tête dans une autre. Et ça, le Platon le disait déjà, même s'il n'était pas émancipé tellement lui-même. Bon, deuxièmement, est-ce que l'université est un modèle d'émancipation? Je ne pense pas. Je pense que l'université est une institution d'État auquel les États ont donné, disons, des missions différentes, quelquefois couplées, quelquefois séparées, faire l'unité de la nation, créer une sorte de corps de savoir pour tout le monde, tout simplement enseigner les sciences, créer des citoyens
responsables, créer des esprits critiques, je sais qu'il y a toutes sortes de justifications qu'on peut donner, mais fondamentalement, je dirais qu'aucune institution, à mon avis, sérieuse, ne peut dire mon but c'est l'émancipation. C'est-à-dire que l'émancipation, oui, elle arrive toujours en quelque sorte, précisément un peu furtivement, quoi. Elle arrive un peu comme le Christ, comme un voleur. Les ouvriers émancipés dont je parle, c'est précisément des gens, c'est pas des gens à qui on a transmis du savoir, c'est des gens qui vont voler du savoir, qui vont prendre en quelque sorte un savoir qui n'est pas pour eux. Et c'est émancipateur parce que précisément, c'est pas pour eux, quoi. Ça veut dire que oui, l'université a des fonctions sociales qui sont définies, un peu différentes, qui peuvent être plus ou moins nationalistes, patriotiques, ou bien universalistes, que sais-je. Mais aucune université ne peut se donner pour but l'émancipation, parce que précisément, l'émancipation ne définit, on peut dire, aucun cursus. L'émancipation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on entre dans un temps qui n'est pas un temps où on peut anticiper, où on peut dire cet exercice va produire ce résultat. Tout le système scolaire universitaire, c'est voilà, cet exercice va produire ce résultat et on peut le mesurer. Et on sait que maintenant on le mesure de plus en plus. Non, l'émancipation, c'est on ne sait pas du tout selon quelle temporalité ça va faire effet, quoi. Et donc tous les profs savent ça, c'est-à-dire que bon, il y a ce qu'ils enseignent, parce que bon, ils préparent le bac, ou ils préparent la licence, le master plus 7 encore. Voilà, et bon, il y a donc ce que les élèves doivent savoir pour avoir un diplôme, quoi. D'accord. Et puis il y a les effets qui produisent à distance, c'est-à-dire que voilà, il y a 5, 10, quelquefois 40 ans après, des gens qui viennent vous dire ça c'est très important ce que vous m'avez appris ce jour-là, etc. Bon, ça n'avait rien à voir avec le bac, rien à voir avec le doctorat, rien à voir avec aucun diplôme universitaire, mais il y a quelque chose qui a fait effet, qui a fait un peu trace en quelque sorte dans une vie, dans un parcours intellectuel. Ça c'est le deuxième point. Et bon, est-ce qu'il faut être deux Est-ce qu'il faut être deux, ce qu'il y a individuel et collectif? Ouais, je dirais que oui, à mon avis, justement, il y a toujours une espèce de lien un peu nécessaire dans l'émancipation entre l'individuel et le collectif. C'est-à-dire que, voilà, l'émancipation, même si, bon, vous prenez l'époque héroïque, disons, l'ouvrier qui se met à lire de la grande poésie. C'est pas pour la simple jouissance, dire je sais de la grande poésie, quoi. C'est parce qu'avec ça, on va pouvoir faire société d'une certaine façon. Bon, dans les milieux prolétaires, je commence à une correspondance entre deux ouvriers, quoi. Il y en a un qui cite à l'autre un vers de Victor Hugo, quoi, et qui lui dit ce vers-là, c'est à nous qui s'adresse, quoi. Et Hugo croit qu'il parle de lui, mais c'est de nous qui parle, quoi. Et je dirais, voilà, il y a donc cette espèce d'appropriation en quelque sorte de la parole, du savoir, de l'art de l'autre. C'est quelque chose précisément qu'on s'approprie comme un autre principe, un autre finalement élément de partage. Donc dans l'idée dans la pratique de l'émancipation, il y a toujours cette espèce d'horizon en quelque sorte. Au fond, l'acte qu'on fait, c'est un acte qui crée en quelque sorte une autre manière d'être ouvrier, d'être peuple, d'être femme, ou ainsi de suite, quoi. Et par conséquent, quelque chose qui nécessairement appelle un partage, appelle une collectivisation, quoi. C'est pour ça que, bon, je crois que y a toujours les espèces de grandes oppositions, l'individuel et le collectif, du coup l'individuel c'est pour ce qui est mal et le collectif c'est ce qui est bien. À mon avis, voilà, c'est des choses qu'il faut aussi un petit peu repenser, c'est-à-dire une forme d'individualité est toujours plus ou moins liée à une espèce de mode d'être finalement d'un collectif. Bonjour, merci pour votre conférence. Je veux rebondir sur ce que vous venez de dire. Selon vous, quelles sont les causes qui mènent à l'émancipation? Pour reprendre l'exemple de la correspondance entre ces deux ouvriers, à laquelle vous faisiez référence, qu'est-ce qui a conduit ces ouvriers-là à lire du Victor Hugo et pas les autres? Est-ce que vous auriez une idée? Je dirais que bon, il y a à la fois du hasard, et du contexte de ce hasard. Bon, les ouvriers en question,
bon, ils vivent dans cette espèce de petit peu de moment historique, contexte historique que je rappelais en parlant de la premier type de sciences sociales. C'est-à-dire c'est le moment d'après la Révolution, il y a eu quelque chose de grands mouvements, que ce soit de bouleversement de la société, bon, qui a été un peu récupéré, annulé, et au fond, on vit à un moment où, on peut dire, bon, très très largement, un petit peu dans toutes les couches de la société, on a l'idée qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en gestation, qui n'est pas encore là, mais qui doit arriver, quoi. Et en particulier, bon, il y a des gens, bon, les écrivains, les poètes, voilà, qui se pensent, qui sont perçus finalement comme des gens qui œuvrent à ça, qui œuvrent à dire dans quel temps est-ce qu'on vit maintenant et vers où tend en quelque sorte ce temps, quoi. Donc voilà, bon, c'est aussi un espèce de moment un petit peu justement on n'est plus dans le grand cloisonnement, quoi. Les savants d'un côté, les poètes de l'autre côté. Bon, il y a un temps, on peut dire, où les artistes, les poètes, ils travaillent pour des gens bien définis, et ainsi de suite. Bah, depuis la Révolution, c'est un peu brouillé, quoi. C'est-à-dire que voilà, les artistes, les poètes ont la prétention de travailler, pas simplement pour leurs clients, pas simplement pour l'Église qui paye leurs frais, pas simplement pour les grands qui recommandent des tableaux, et ainsi de suite, mais un peu pour tout le monde, quoi, avec l'idée qu'on est d'une certaine façon une parole qui s'adresse au peuple, qui est la parole à l'instance du peuple lui-même. Voilà, on est en train de constituer quelque chose comme un peuple nouveau, on ne sait pas très bien quoi. Donc, bon, c'est ça pour dire que ça a été repris à l'époque contemporaine par Deleuze, l'idée du peuple qui manque, quoi. Mais l'idée du peuple qui manque, en un sens, c'est plus vieux que ça, quoi. C'est l'idée, voilà, on est à un moment où il y a un certain peuple, voilà, le peuple soumis, incorporé, etc., qui a craqué. Il y a eu une espèce de un grand moment où on a pensé pouvoir advenir une espèce de pouvoir du peuple en tant que tel. Bon, ça s'est effondré. Et maintenant, voilà, on est dans une espèce de moment un petit peu de recherche. On essaie un petit peu de penser en quelque sorte ce qui se passe, qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qui peut nous arriver. Et voilà, bon, effectivement, ce qui fait que, voilà, il y a des voies qui vont en quelque sorte traverser, disons, justement le strict monde, disons, des amateurs, des connaisseurs. Voilà, bon, il y a 1830, le peuple, voilà, il y a des gens effectivement comme Hugo qui se mettent à célébrer ça, du peuple, il y a aussi Berlioz aussi. Bon, voilà, il y a un moment en quelque sorte où on a l'idée, évidemment, il y a des frontières qui en quelque sorte deviennent un peu poreuses. Et effectivement, des ouvriers peuvent s'approprier effectivement cette culture qui n'est pas pour eux. Bon, je crois qu'il faut penser un petit peu à ça, quoi. À la fois, il y a toujours des contextualités historiques, et des contextualités historiques en même temps qui ne sont jamais justement des espèces de causalité déterminantes qui font que ça va produire ça. Il n'y a absolument aucune raison pour que, disons, même pour que, disons, l'évolution économique des années 1820 produise la révolution de 1830. Non. Il n'y a aucune raison particulière pour que ça produise cette espèce de moment, disons, de rencontre entre le peuple, les artistes, le peuple, les poètes, et ainsi de suite. Voilà. Il y a effectivement des branchements, il y a des rencontres qui se font. Donc, vous dites se défaire de la position de ceux qui savent, se défaire de la position de ceux qui savent. Il suffit d'aller voler de l'information comme le Christ l'a fait, mais on voit comment il a fini le Christ. Moi je ne suis pas le Christ, je veux dire, et Buffon il disait il vaut mieux être plat que pendu. Aujourd'hui les gens s'aplatissent complètement, et je pense qu'ils ont raison. Alors par quel moyen vous voulez par exemple se défaire de ceux qui savent? Parce que est-ce que c'est pas dangereux? Moi j'étais écologiste dans les années 60, on se moquait de nous, on nous traitait de cons, tout ça, et puis comme j'étais antimilitariste, maintenant je suis devenu je suis devenu un vieux con. On est toujours traité, on est toujours calibré comme les légumes, labellisé comme les poulets, on ne peut rien dire. Alors par quel moyen est-ce que tout ça c'est pas utopique? Parce qu'il ne faut pas oublier que
nous on est qu'une espèce territoriale, comme les castors et les marmottes. Vous l'émancipez des castors et des marmottes, c'est pas un peu utopique quand même. Il ne faut pas oublier que Lévi-Strauss nous appelait des termites parce qu'on est qu'une intelligence collective. Maintenant il y a 10 000 savoirs, on n'est plus sur l'époque de Platon où par exemple on pouvait être médecin ou je ne sais pas quoi, plusieurs disciplines à la fois. Aujourd'hui c'est très difficile, ça demande une énergie terrible. Moi j'apprends tout seul. Regardez ce docteur qui s'appelait Samuel Wells. Vous connaissez Samuel Wells, ce docteur qui avait dit qu'il fallait se laver les mains, qui est mort fou parce que les mégalomanes de d'autres docteurs ils n'ont pas cru. Vous connaissez l'histoire, personne n'en parle de ce docteur. C'est pas risquer sa vie aujourd'hui de parler, moi je pense que c'est risquer sa vie. Et par quels moyens peut-on le faire? Aujourd'hui on a fait des bibliothèques, des musées, on a un pot de dingue pour faire une massification universitaire. Moi je ne vois pas les gens je les vois toujours pareil, ça ne change rien. Les nazis étaient les endroits les plus culturels du monde. Et moi je pense qu'il faut beaucoup travailler et ça s'apprend dans la rue. Moi j'ai été un enfant des rues, j'ai appris beaucoup de choses dans la rue. Bon, j'ai absolument pas dit qu'il fallait se défaire de ceux qui savent. J'ai dit que le savoir avait éventuellement une fonction dans un processus d'émancipation quand celui qui apporte ce qu'il sait se défait en même temps de la position de celui qui sait. Ce sont des choses complètement différentes. Et effectivement, c'est complètement différent du contexte que vous rappelez, à savoir le contexte après 68, à savoir, savoir c'est fini, savoir dogmatique professoral c'est fini, c'est les étudiants qui ne savent pas nous, c'est les ouvriers qui savent, les ouvriers sont nos maîtres, et ainsi de suite. Voilà. Ce moment, en quelque sorte, de renversement des choses, quoi. À savoir, ce sont les supposés ignorants qui savent. Bon, qui a été effectivement l'interprétation de la révolution culturelle en France, et ainsi de suite. Or, je ne parle pas du tout de ça. Je dirais que, non, il ne s'agit pas de dire que, précisément, la question d'un savoir lié à l'émancipation, c'est la question d'un savoir qui est un savoir qui se délivre lui-même de la position du savoir, de la position de celui qui agit et qui apporte son savoir en tant que le détenteur du savoir. Et ça, c'est quand même quelque chose qui je pense, nous touche de manière un peu différente aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il faut bien dire, on croule sous le savoir. On croule sous le savoir, c'est-à-dire que, on parlait des sciences sociales, effectivement, voilà, mais je dirais qu'il y a un savoir sur tout, quoi. J'ai été, il y a quelques années comme ça, à un grand congrès international, disons, c'est des sciences de la culture, quoi. Tout est culture et tout est objet d'une science, etc. Il y a des spécialistes de tout, quoi. Il n'y a plus aucune forme pratique, plus aucune forme, aucune forme de vie, aucune forme de culture, aucune forme, qui naît ses savoirs, qui naît ses spécialistes universitaires, ces congrès qui les réunissent, et ainsi de suite. Donc, là, on vit en quelque sorte, une des formes aussi, un des aspects de la certitude dans lequel on vit, c'est qu'effectivement, on vit dans un monde où on sait tout, et il y a du savoir absolument partout. Et finalement, on se conforme à ce monde où effectivement, on peut dire, à la fois le savoir est devenu universel et en même temps dérisoire, parce qu'il n'y a plus aucune forme de vie qui soit doublée aujourd'hui par son savoir, quoi, en quelque sorte anticipée par son savoir. Donc voilà, c'est ça que je dis, quoi. À savoir, oui, on a appris, et on a appris en travaillant, on a appris, mais précisément, je crois que ça veut dire quoi? Ça veut dire fondamentalement, on apporte sa capacité d'apprendre. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire qu'on n'apporte pas ce qu'on sait, on apporte sa capacité d'apprendre. Si on transmet quelque chose, éventuellement, si on essaye de communiquer quelque chose, c'est une capacité d'apprendre. C'est-à-dire, effectivement, le maître émancipateur, si on parle de Jacques Cocteau, c'est précisément le maître qui apprend aux autres ce qu'il ne sait pas lui-même, qui ne sait pas ce qu'il enseigne. Et donc voilà, c'est ça je crois qui est effectivement important, c'est-à-dire d'être dans la position de celui qui, apprenant toujours, peut, disons, effectivement contribuer, donc très très modestement, c'est pas la révolution culturelle, très 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 modestement à ce que se crée effectivement
oui, des manières peut-être d'apprendre ensemble, de s'apprendre, de créer un autre monde de l'apprentissage, du savoir, de la culture, de l'art, que sais-je. Voilà. Oui, bonjour, monsieur Jacques. Merci beaucoup pour votre intervention et aussi pour l'association qui a pu organiser cela. Merci. Je m'interrogeais lorsque vous avez parlé de la nuit des prolétaires, du coup, qui s'intéressait à renverser la partition qualitative du temps, notamment chez les ouvriers. Je m'intéressais moi plutôt à l'espace et au lieu, parce que quand on pense à une émancipation, par exemple, quand on quitte la maison familiale, on a 18 ans, on a accès à la majorité, mais aussi on déménage, on change de lieu. Et du coup, j'ai pensé à l'établi de Robert Linhart, avec le vieil ouvrier qui voit son espace de travail qui est totalement chamboulé. Et en plus d'avoir son temps qui est fractionné de manière différente, on a en plus de ça son espace là où il va travailler, il va passer plusieurs heures de la journée, qui a été changé par des ingénieurs avec un tel chapeau sur la tête, etc. Et du coup, j'ai même pensé aux fois où j'ai fait des travaux universitaires, où j'ai monté des palettes, j'avais bien le temps entre 2-3 pauses de sortir un bouquin de ma poche et d'être libre dans mon temps. Mais je n'ai jamais pu, par exemple, sortir, aller voir la verdure un peu dans une pause. Et je trouve ça assez bizarre qu'il y ait une sorte d'effet tunnel sur l'émancipation, sur le lieu en général. Et du coup, j'aimerais avoir votre avis là-dessus et savoir si l'émancipation peut aussi passer par le lieu. Et sinon, si oui, comment voilà. Et j'ai notamment pensé à la chanson La montagne de Jean Ferrat, où on n'a plus le temps de regarder la montagne, les oiseaux chanter, etc. On peut valoriser notre temps, le changer qualitativement, mais alors qu'on a pourtant des moyens technologiques importants qui nous permettent de travailler à distance, etc. J'ai pas l'impression que l'émancipation puisse passer par le lieu. Ok. Bon, je crois que la question, si vous prenez, disons l'exemple du livre de Robert Linhart, l'exemple, disons, du vieil ouvrier. Bon, à un sens, c'est pas la question du lieu. Le lieu, il reste le même dans cette usine, tout ça, qui est au bout de la lutte choisie à Paris, et qui l'année suivante, d'ailleurs, il n'y a plus que des ruines. Donc, l'année suivante, il n'y a même plus de problème, quoi. Donc, la question du lieu, il faut bien voir que c'est d'abord quand même la question du processus lui-même de travail, que c'est d'abord la question, effectivement, de est-ce qu'effectivement on met en œuvre une capacité de travail de n'importe qui, une capacité de n'importe qui, ou est-ce qu'on est intellectuel de n'importe qui, ou est-ce qu'on met en œuvre effectivement une capacité qui est effectivement déterminée par des ingénieurs qui savent comment le travail doit être fait, et qui effectivement vont en quelque sorte créer le dispositif technique qui va optimiser, disons, essentiellement optimiser le travail ouvrier. Est-ce que c'est vraiment une question de lieu? Non, je dirais, en tout cas, on ne peut pas disons, séparer la question du lieu de la question du temps. C'est-à-dire de la question, on les trois ensemble, savoir lieu, temps, et puis capacité ou incapacité. Et effectivement, je dirais ce qui se produit effectivement de manière quand même très très différente de ce qui se passait dans l'usine Citroën en 68-69, c'est effectivement une espèce de... Oui, le fait que la technologie sert essentiellement, précisément, à supprimer le fait même d'avoir du temps, le partage même entre les temps. Donc moi, c'est pour ça que je ne crois pas qu'on puisse vraiment séparer les deux. Et en même temps, on voit bien que, oui, si on pense à la question du télétravail, oui, il y a quelque chose comme le dispositif, l'espace même du travail
qui disparaît comme espace spécifique, et pas le travail de faire ceci, le travail, on rencontre d'autres, et ainsi de suite, et malgré toute la réorganisation du monde industriel dans nos pays, donc après à partir des années 80, bon, ça a été ça, évidemment, créer précisément des espaces où, de certaine façon, il n'y a plus que du temps qui fonctionne, il n'y a plus que du temps pris, disons, aux travailleurs qui puissent fonctionner, puisse plus se constituer quelque chose comme un collectif ouvrier qui est son temps propre, quoi. Alors, effectivement, le temps du télétravail, c'est vraiment ça, c'est-à-dire un temps où il y a celui ou celle qui exécute le travail, celui ou celle, vraiment le dispositif qui lui donne ses ordres, mais pas la possibilité en quelque sorte que, disons, le temps du travail permette à ce travail de créer quelque chose comme une amorce de monde différent. Moi, j'avais une question sur la première question, donc celle concernant l'émancipation. Je me demandais si c'était pas mal pensé le sujet dans le sens où c'est encore une fois posé les sciences humaines et du coup les chercheurs comme acteurs, alors qu'en réalité, dans certains milieux d'émancipation, comme là je pense entre autres au mouvement des Gilets jaunes, ces connaissances qui sont institutionnalisées, enfin les connaissances universitaires, elles sont vachement rejetées. Quelle est votre question exactement? Ma question c'est comment est-ce qu'on se place en tant que chercheur de sciences sociales, etc., dans ces luttes-là, alors qu'il y a un certain rejet de l'institutionnalisation de ces connaissances. Comment est-ce qu'on peut, non pas intervenir, mais interagir? Je crois que, pour moi, justement, ça pose la question de ce qu'on peut appeler précisément un partage égalitaire des capacités ou un partage égalitaire des savoir-faire. Quoi. Un peu tous les. Donc, ce qui était quand même intéressant dans les Gilets jaunes, intéressant un petit peu aussi dans tous les mouvements, genre mouvement des places et ainsi de suite, ça a été un petit peu ça, quoi. À savoir un moment où c'est des moments où il y a toutes sortes de savoirs et de savoir-faire qui viennent de lieux très très différents, qui sont passés par des temps d'apprentissage très différents, avec des finalités très différentes, qui viennent comme ça, en quelque sorte, se conjoindre précisément, c'est-à-dire que, disons, l'universitaire, il n'est pas là, l'universitaire par exemple, disons, le chercheur en sciences sociales, bon, il n'est pas là simplement non plus en tant que celui qui a appris, et celui qui a appris des choses en sociologie, en anthropologie, et ainsi de suite, mais aussi en tant que celui ou celle qui, disons, en quelque sorte, a pu transformer son propre rapport au savoir, son propre rapport à son savoir, son propre rapport au savoir des autres, au savoir de tout le monde, à travers son travail. Pour moi, c'est ça l'important, quoi. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question concernant le temps. Donc, ce serait comment s'émanciper de la tyrannie sur le temps dans un contexte néolibéral comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le temps hors production, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas, c'est jamais du temps hors marché. On a des technologies qui sont chez nous, on a du temps de consommation. On parle de consommation pour absolument tout, donc pour acheter des objets, mais également on consomme des contenus, on consomme même de l'art. On parle aujourd'hui même de culture et de communication comme objet de consommation. Donc le temps libre n'est plus du temps que du temps de consommation ou alors du temps de travail. Un temps où on travaille sur soi-même pour s'améliorer et pour être plus performant, peu importe ce que cela signifie. Donc ma question, c'est donc comment s'émanciper aujourd'hui concrètement de la tyrannie sur
sur le temps et comment accéder à une forme de temps libre, de loisirs, comme Aristote en parlait, et à une vie, enfin, si ce n'est pas une vie, mais au moins un peu de temps contemplatif et de temps esthétique qui échappe en fait tout à fait au temps du marché, que ce soit en tant que producteur ou consommateur. Je pense qu'il y a deux choses. Bon, il y a une espèce de norme sociale qui est extraordinairement contraignante, qui fait qu'effectivement, oui, on travaille même quand on ne travaille pas, quoi. Et on travaille, en particulier on travaille sur son ordinateur, alors qu'on croit simplement, regarder les choses, mais en même temps, on travaille effectivement, disons, pour les autres. On travaille pour ceux qui nous proposent des produits, on travaille pour ceux qui essaient comme ça d'élargir leur marché, ou le sais-je, et ainsi de suite. Et puis surtout, on est en quelque sorte rendu disponible pour être toujours disponible, quoi. Bon, cela dit, c'est pas une nécessité. On veut dire qu'on n'est pas, rien ne nous oblige, disons par exemple, à n'avoir, à être simplement un producteur, ou un consommateur, au sens où on serait simplement un consommateur passif, où on absorbe ce qui vous est donné, quoi. Non, je dirais qu'il y a toutes sortes d'activités qui restent des activités absolument libres, où finalement on se met à faire des choses, on se met à apprendre des choses qu'on ne savait pas faire, on se met à partager ce qu'on savait faire avec d'autres, on se met à aller regarder justement. On prend du temps pour prendre des livres comme ça qu'on tire de la bibliothèque. On prend du temps pour aller voir des œuvres d'art qui sont ici ou là. On prend du temps pour... Voilà, je dirais qu'après tout, on n'est pas absolument obligé de passer 24 heures sur 24 sur l'ordinateur ou après avoir travaillé. On est obligé d'absorber les contenus, de fournir des informations. Non, je pense donc... la tyrannie, encore une fois, la tyrannie du temps, c'est aussi une tyrannie à laquelle éventuellement on consent. Bon, il y a toutes sortes de manières, y compris les gens qui décident de leur ordinateur, c'est effectivement très très difficile d'être un citoyen respectable et respecté si on ne fait pas un certain nombre d'opérations par Internet. Mais c'est des cas limites, mais je veux dire, il y a malgré tout un tas de manières de se placer malgré tout en dehors du temps de profit, en dehors du temps du marché, en dehors du temps utile. Pour les gens qui travaillaient 14 ou 16 heures par jour, c'était un problème de se trouver du temps à l'atelier, se trouver du temps pour faire autre chose. Bon, ils le trouvaient quand même. Donc je pense que si on travaille un peu moins de temps, avec en même temps cette espèce de contrainte en quelque sorte du temps élastique, on peut quand même trouver effectivement les moyens de faire autre chose. On prend une dernière question, peut-être une dernière question si vous avez envie. Et puis après, on vous invitera à diriger vers la sortie. Ou bien sinon, si vous voulez acheter un livre, on a notamment le dernier livre de Jean Concert qui est disponible à la vente. Bien, bonsoir. Merci. En fait, vous avez mentionné Platon, ou encore vous avez montré l'évolution des sciences sociales avec Platon. Le premier temps, vous avez mentionné, c'est le temps de réaction, où il y avait un projet de réaction, un projet de réorganisation de la société. Vous avez mentionné parmi ces sciences la sociologie, l'anthropologie. Je me demande quelle était la place du droit, ou encore quelle était la place de la science juridique comme science sociale. Du moins, est-ce que le but du droit, ou encore le but de la science juridique n'était pas de combattre l'idée émancipatrice, ou encore de combattre tout projet émancipateur, dans la mesure où les magistrats sont là pour organiser la révolution, les magistrats sont là pour organiser les jugements, organiser l'enfermement. Disons,
quelle était la place du droit dans le premier temps, où vous avez mentionné c'est le temps de la réaction, le temps d'organisation, et ensuite, disons, oui, quelle était la place du droit et est-ce que le droit ne combat pas l'idée émancipatrice? Oui, c'est pas la question. Je dirais que bon, il y a plusieurs problèmes. Bon, il y a une idée du droit comme effectivement, voilà, ce qui est dû à chacun et à chacune. Donc voilà, bon, cette espèce d'idée des droits de l'homme et du citoyen. Donc voilà, il y a une idée du droit. À partir de quoi se sont construits toutes sortes de mouvements émancipateurs, de mouvements qui disent bon, voilà, ce droit existe, donc on doit pouvoir le rendre concret, on doit pouvoir en faire quelque chose, on doit pouvoir, disons, l'agrandir, l'élargir et ainsi de suite. Il y a beaucoup de mouvements historiques, on peut dire quand même, disons, de l'âge moderne qui ont consisté à dire bon, le droit, c'est pas simplement quelque chose qui est écrit et qui fonctionne dans les tribunaux. Le droit, c'est quelque chose qui détermine ce qui doit être un petit peu la règle commune et le pouvoir et le pouvoir de chacun. Bon, ça c'est un usage du droit que moi, quelque chose qu'on peut dire c'est un peu souvent un usage sauvage, mais ce ne sont pas les juristes. Ce ne sont pas les juristes, bon, ce sont les militants qui font cet usage du droit, de l'idée du droit. Quoi. Et bon, il y a par ailleurs le droit positif, le droit comme institution positive. Ce droit qui, quelquefois, disons, un certain nombre de fois, s'est opposé à un certain nombre, disons, d'opérations de domination, d'opérations d'oppression, mais aussi d'autres fois, c'est mis simplement, disons, au service, finalement, au service d'un pouvoir. Quoi. C'est-à-dire que, on a malgré tout, beaucoup d'exemples, effectivement, de réorganisation du droit, qui sont en quelque sorte des réorganisations qui précisément ont pour fonction de supprimer l'appel même au droit. On peut penser, disons, à ce qu'a pu être le droit, disons, dans la Russie, dans l'Union soviétique stalinienne. Précisément, le droit est censé ne plus être justement le droit abstrait, le droit universel, mais le droit du régime communiste, le droit du pouvoir des prolétaires, c'est essentiellement être malgré tout le droit au service des volontés d'un État. Donc, il y a toujours, à mon avis, il n'y a pas un usage absolument du droit, c'est un principe. Normalement, disons, le droit n'a pas pour fonction d'émanciper les gens. Il y a des gens qui pensent que le droit peut être un instrument, disons, la revendication du droit, puisque le droit lui-même peut être un instrument d'émancipation. Il y a un cas, effectivement, un nombre de cas malheureusement incalculable où on peut dire des pouvoirs oppresseurs réorganisent le droit pour que le droit leur serve. Bon, il n'y a qu'à penser à ce qui s'est passé aux États-Unis simplement à l'époque de Trump, finalement, toute une réorganisation de la Cour suprême pour être sûr de ce que la Cour suprême dira. Bonsoir. J'ai une réflexion que je me fais. En pensant à l'émancipation, je ne peux pas m'empêcher de penser à ses visées, à ses finalités. Et je pense l'émancipation en contrepartie de la notion de pouvoir, par exemple. Et c'est tout différent pour moi de penser l'émancipation en termes individuels que l'émancipation en termes collectifs. Et du coup, par exemple, un exemple, c'est est-ce que vous pensez que c'est une forme d'émancipation, le passage au sein d'une famille, d'une classe sociale à une autre, des parents vers les enfants? Je ne sais pas, par exemple, des parents qui étaient issus d'une classe ouvrière et paysanne, qui ont pu mettre de côté pour payer à leur enfant des études. L'enfant fait des études et accède à une classe supérieure. À plus de temps, est-ce que pour autant c'est ce qu'on pourrait viser, puisque là on reste à une échelle assez individuelle? Oui, non, mais je pense qu'il faut clairement dissocier l'idée d'émancipation
de l'idée, bon, finalement, disons, en quelque sorte, d'ascenseur social, d'avancer dans le monde social. Et je veux dire que c'est peut-être l'émancipation sociale à l'époque, ça a été, disons, on s'émancipe par rapport au type d'individu social, en quelque sorte, qui est programmé pour vous, quoi. Alors on s'émancipe, on le fait individuellement, souvent on le fait collectivement. Mais bon, je dirais qu'il y a, disons, il y a là quelque chose aussi, même comme une espèce de, oui, d'autres projets de société. Bon, disons l'ouvrier menuisier Gueny, donc voilà, dont j'ai étudié les textes dans la vie des prolétaires et ainsi de suite. Bon, à la fin de sa vie, apparemment, il est rentier, quoi. Donc voilà, bon, apparemment, il n'a plus de problème financier. Mais il reste absolument, en quelque sorte, fidèle à l'idée que, voilà, disons, à l'idée, à la pratique, que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il écrit, s'inscrit véritablement autour de la constitution d'une communauté émancipée. Donc c'est pas le fait qu'on soit devenu riche, que finalement, ça va, ce soit réglé socialement, qui est important. C'est le fait, de la constance, en quelque sorte, oui, du projet d'un autre monde, d'un autre type de relation sociale. Bon, effectivement, bon, l'enfant de classe populaire qui après ça monte dans la société, bon, il est monté dans la société. Il se peut que, étant monté dans la société, il est en même temps aussi dépouillé toute une forme d'adaptation à une identité sociale. Donc il se peut qu'il soit un bourgeois émancipé, oui, voilà. Mais c'est bon, c'est un autre problème, quoi. Et moi, quelquefois, je suis un peu énervé quand j'entends parler de transclasse, parce que j'ai l'impression que, voilà, ce qu'on appelait l'émancipation ouvrière, donc voilà, un mouvement d'arrachement comme ça à certains types d'identités imposées. Maintenant, ça devient une catégorie sociologique, quoi. C'est-à-dire que, voilà, on dit les transclasses, dans le sens, avec toujours un petit peu ces espèces de transfuges de classe, toujours cette espèce de volonté culpabilisante, quoi. À savoir, voilà, celui qui est plus à la place où il était, il doit se sentir coupable, et témoigner indéfiniment pour la classe à laquelle il appartient, ou bien, au contraire, assumer sa rupture, et dire comme certains, bon, mes parents, je sais ce que c'est, le classe ouvrière, j'ai connu ça quand j'étais jeune, mais disons merci pour moi, bon, ils sont homophobes, ils sont salauds, ils sont pas chauds, voilà. Donc voilà, je dirais que ça, mais ça c'est pas, voilà, ça, disons, il faut véritablement essayer de retrouver ce que ça veut dire émancipation, c'est-à-dire, on s'arrache à l'identité qui nous est assignée, comme ouvrier, comme bourgeois, comme enseignant, comme enseigné, que sais-je, ainsi de suite, et bon, voilà, on n'a dit pas essayer de constituer des espèces de nouveaux personnages sociaux, il me semble. Ça va, la question. Oui, bonsoir Jacques Ancien. J'ai fait partie de ceux qui ont eu le bonheur de vous inviter donc il y a 30 ans ici, jour pour jour pratiquement, puisque c'était le 24 octobre 1992. Élève de Duby, de Michel Perrault, de Jean Chénaud et tant d'autres, j'ai moi une question qui est simple et personnelle face à une inégalité fondamentale, historique, millénaire, qui continue de perdurer et qui est l'inégalité principale de nos sociétés, qui est l'inégalité entre les femmes et les hommes. Et sur cette question, je voudrais entendre votre point de vue et votre voix. Merci. Bon, je n'ai pas, disons, moi, je n'ai pas de point de vue personnel. Moi, je dirais que bon, voilà, bon, disons, j'ai participé à la fondation, disons, 1975, d'une revue qui s'appelle Les Révoltes logiques, et bon, et qui, dire, dès le départ, dès son premier numéro, avait, disons, cette espèce d'idée que, voilà, disons, précisément les révoltes, c'était pas simplement les révoltes des dominés au sens de classe dominée, c'était pas les révoltes des ouvriers, etc. Voilà, disons que c'était les révoltes contre des positions d'inégalité. Bon, ce qui fait que, voilà, disons, toute cette aventure, disons, de cette revue Les Révoltes logiques qui a duré 6 ans, quoi.
disons, ça a été dès le départ fondé sur une tête de jonction très très forte, quoi. On est au départ un petit peu trois à lancer le projet, et dont une des trois qui était Geneviève Fraisse, voilà, qui est venue me voir un jour. Je faisais un petit séminaire à Paris 8, voilà, j'ai un petit peu travaillé justement un petit peu sur les formes de pensée, de révolte et de pensée des révoltes. Voilà, moi je travaille sur les, voilà, moi je travaille sur les femmes, je travaille sur, c'est-à-dire à la fois au mouvement des femmes contemporains et en même temps sur l'histoire, disons un petit peu de l'émancipation féminine, sur toute l'histoire un petit peu, disons de la tradition des luttes féministes depuis la Révolution française, quoi. Donc voilà, je dirais qu'on a fait cette revue en quelque sorte ensemble. Voilà, encore une fois, parce que la question fondamentale est précisément, c'est pas la question de telle ou telle identité dont on défendrait les luttes, c'est la question de telle ou telle forme, disons, d'égalité ou d'inégalité. Donc, moi, donc je suis, disons, on peut dire, toujours, en même temps, je dirais, grâce au ciel, il y en a d'autres qui se sont occupés pour moi, et qui étaient plus qualifiés pour le faire. Mais je dirais que moi, j'ai été sensible, disons, dès le début de mon travail, à ce qui était, disons, proprement, la part de la revendication des femmes, de la participation des femmes au mouvement d'émancipation. Donc voilà, je ne pense pas que j'ai rien à dire de plus. Je ne vais pas vous dire que je suis pour l'égalité, etc. On dira, oui, bien sûr, disons, ça ne coûte pas grand-chose de le dire, mais fondamentalement, j'ai toujours considéré ça comme une dimension un petit peu essentielle, bien sûr, du combat inégalitaire et de l'émancipation, avec toutes les contradictions que ça peut impliquer, toutes les tensions entre les différentes formes d'émancipation que l'on a pu connaître historiquement et encore aujourd'hui. Vraiment dernière question. Merci, monsieur Avancier, monsieur les organisatrices et organisateurs. Une toute petite question par rapport à le rôle, c'est vraiment la dernière question, le rôle émancipateur du travail, au vu de recherches qui ont été menées par exemple par Thomas Piketty sur l'importance de la détention de capital et donc une sorte de marginalisation de la fonction du travail, la paupérisation des travailleurs, la précarisation du travail. Quel est, à votre avis, aujourd'hui le rôle émancipateur du travail? Ça en a eu encore. Merci. Encore une fois, c'est pas. L'émancipation n'est pas le produit du travail au sens où ce serait le résultat du travail, le travail de l'émancipé. Le travail au sens de, effectivement, la capacité de faire quelque chose, d'apprendre quelque chose, d'inventer des formes de travail, d'organiser un travail précisément, on peut dire, à l'écart de tout ce qui est préprogrammé par la machine capitaliste et la machine technocratique. Oui, je dirais c'est pas émancipateur au sens où le travail émancipe, disons, au sens où la capacité de créer, la capacité d'inventer, la capacité d'exercer, de s'exercer, c'est quelque chose qui de toute façon crée des possibilités d'émancipation. C'est un peu ça qui est aussi en question, la référence tout à l'heure au livre de Lidart, à savoir est-ce qu'effectivement un travail est l'occasion, disons, de découvrir, de mettre en œuvre des capacités nouvelles de n'importe qui, ou à simplement effectivement de confirmer un système de capacités qui existe. Merci infiniment, Jacques Rancière.